La Russie accuse les États-Unis de ne pas être capables de respecter, je cite, les accords et les ententes conclus en Alaska. Il y a eu une proposition en Alaska, mais il n'y a pas eu d'accord. S'il y avait eu un accord, la guerre serait déjà terminée. L'Ukraine est en train de gagner cette guerre, a déclaré le département d'État des États-Unis d'Amérique. Zelensky s'en sort bien et tient bon, a ajouté Donald Trump. Il n'y a eu aucun accord à Anchorage entre Trump et Poutine, a achevé de sidérer tout le monde le secrétaire d'État américain Marco Albert. En seulement 24 heures, Washington a opéré des virages brusques et a déclaré qu'il fallait soutenir l'Ukraine immédiatement et exercer une pression maximale sur la Russie, car c'est précisément maintenant que l'Ukraine a créé une situation décisive sur le front. De plus, les Américains ont souligné que l'Ukraine a décidé de vaincre la Russie, non pas sur la ligne de front, mais loin derrière les lignes, et cela commence déjà à porter ses fruits. De plus, il s'est avéré que cela correspond à un objectif précis, à la doctrine militaire occidentale. Dans ce contexte, Volodymyr Zelensky a annoncé une opération décisive en Crimée qui obligera Vladimir Poutine à accepter la paix. Et il a laissé entendre que cette stratégie, cette pression maximale sur la Crimée, avait été convenue lors de ce sommet du G7 en France. Et soudain, aujourd'hui, nous apprenons que le drapeau ukrainien a été hissé sur la flèche de Kinbourne. Les Russes ont commencé à retirer leurs troupes de toute la Crimée. Coupure d'électricité. Coupure et les soi-disant autorités de Crimée ont interrompu le trafic ferroviaire avec la Russie. Au même moment, la Russie traverse une phase de déni concernant le soutien de Donald Trump, dans le sillage du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Aujourd'hui, le Kremlin a déclaré que Vladimir Poutine, je cite, « refuse de croire que Trump ait soutenu les frappes ukrainiennes en profondeur sur le territoire russe ». Dans le même temps, l'OTAN a clairement souligné que oui, l'Ukraine a effectivement réussi. Créer une fenêtre d'opportunité dans la guerre contre les Russes, mais cette fenêtre ne restera pas ouverte éternellement. Et il faut saisir cette opportunité le plus tôt possible. Pour qu'elle ne se referme pas, il faut maintenant que tout le monde, tout l'Occident, fasse pression au maximum sur Moscou. Pendant ce temps, l'armée des États-Unis d'Amérique a utilisé pour la première fois, lors d'exercices militaires navals, les drones maritimes ukrainiens Magura, qui avaient autrefois attaqué le pont de Crimée et la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie. Je m'appelle Alexei Pitchi et discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Abonnez-vous également à ma chaîne Telegram Pitchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. C'était le préambule. Maintenant, analysons tout cela et mettons toutes ces nouvelles au clair, car elles sont bien sûr toutes liées entre elles. Ainsi, l'administration du président américain Donald Trump a réussi en seulement une journée à choquer les Russes, et pour être honnête, les Ukrainiens aussi. Là-bas, pour la première fois, ils ont enfin déclaré clairement qu'il n'existe aucun esprit d'anchorage, dont les Russes parlaient depuis presque un an. Et en réalité, Donald Trump et Vladimir Poutine n'ont conclu aucun accord en Alaska en août de l'année dernière. Et ce sont de tels aveux publics de toute l'administration. Ces aveux publics de l'administration de Donald Trump montrent que la situation change radicalement en faveur de l'Ukraine et il est évident que quelque chose se passe en coulisses. Et il existe certains accords secrets qui ont été conclus précisément lors du sommet du G7 à Évian il y a une semaine. Mais parlons de tout dans l'ordre. Il est évident qu'après le sommet du G7, les positions de Donald Trump et de son équipe, du moins publiquement, concernant l'Ukraine ont tout de même changé. Ceci est uniquement dû aux forces de défense ukrainiennes, qui attaquent massivement en profondeur le territoire russe et isolent actuellement la Crimée. On a appris plus tôt que, lors d'un dîner avec Volodymyr Zelensky, Donald Trump lui a dit qu'il était profondément impressionné et plein d'enthousiasme à propos de la campagne ukrainienne de frappe contre des cibles en profondeur sur le territoire russe. C'est pourquoi Trump a conseillé à Zelensky d'agir avec plus d'audace, parce que Trump respecte les principes, la paix par la force. Si l'Ukraine peut montrer sa force aux Russes, Trump est convaincu que c'est non seulement nécessaire, mais absolument indispensable. Et ça, ce n'était que le début. Je suis sûr que vous avez tous entendu cela, mais ce n'était que le début. Au département d'État des États-Unis, ils ont déclaré qu'ils estiment que l'Ukraine se trouve dans une position qui lui permet de parler de son avantage dans la guerre contre la Russie.
C'est ce qu'a déclaré le secrétaire d'État adjoint américain Jeremy Levin. Selon lui, l'Ukraine continue de travailler à la consolidation d'une nouvelle étape de la guerre et occupe actuellement une position de vainqueur. Et voici sa citation. « Pour l'instant, nous sommes dans une situation où l'Ukraine gagne réellement la guerre. » Le secrétaire d'État adjoint américain a aussi souligné l'évolution de la situation par rapport aux années précédentes. Il a dit qu'auparavant, les militaires ukrainiens attendaient en l'hiver, lorsque l'armée russe pouvait ralentir son activité, et c'est pourquoi ils ont alors gagné. Les forces armées ukrainiennes passaient elles-mêmes à une phase d'activité. Cependant, maintenant, au contraire, c'est la Fédération de Russie qui compte sur l'arrivée du froid, tandis que l'Ukraine continue sa pression en toute saison. Levin a également rappelé que même dans des conditions hivernales difficiles, l'Ukraine a réussi à changer le cours des événements et à frapper des infrastructures sur le territoire russe. De plus, il a mentionné une possible révision de la politique de sanctions concernant le pétrole russe. D'une part, il a déclaré qu'en principe, le détroit d'Ormuz au Moyen-Orient est ouvert et qu'il n'y a actuellement pas de pénurie de pétrole sur le marché mondial. C'est pourquoi il est possible de revoir à nouveau les sanctions contre le pétrole russe et de frapper aussi fort que possible. D'autre part, il dit que les actions des forces armées ukrainiennes leur donnent des raisons de penser que l'application de ces sanctions ne sera qu'un coup supplémentaire porté à l'économie russe. D'ailleurs, l'Europe. Faisons une petite digression lyrique. L'Europe aussi a commencé à agir activement. La France, par exemple, a saisi aujourd'hui un pétrolier de la flotte fantôme russe. Quant aux Britanniques, qui ont également récemment saisi un pétrolier similaire de la flotte fantôme russe, ils ont décidé qu'ils pouvaient simplement vendre ce pétrole sur ce pétrolier capturé. Parce que, selon le droit international, ce pétrole est illégal, et, par conséquent, il n'appartient à personne. Et ils disent « Nous allons le vendre, nous allons gagner de l'argent avec ça. » Mais excusez-moi, revenons à Trump. Là, littéralement quelques heures après que le secrétaire d'État adjoint américain a déclaré que l'Ukraine était en train de gagner, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a évalué positivement les actions du président ukrainien Volodymyr Zelensky dans la guerre contre la Russie sauvage. Voici la citation de Donald Trump. « Quoi qu'il en soit, il s'en sort plutôt bien. Au moins, il tient bon. Beaucoup de gens meurent des deux côtés. Mais je pense qu'il s'en sort bien. » Cette déclaration a été faite par Trump lors d'une conférence de presse avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Et Trump a ajouté que Zelensky est courageux, en soulignant qu'il a, je cite, un excellent équipement, d'excellentes personnes et de vrais combattants. Comme des gagnants. Pensez-vous que le président Zelensky est en train de gagner ? Il s'en sort plutôt bien. Peu importe comment on voit les choses, il s'en sort plutôt bien. Il tient bon au moins. Beaucoup de gens meurent des deux côtés, mais je pense qu'il s'en sort plutôt bien. Avant cela, je rappelle que Trump a rencontré Zelensky lors du sommet du G7 en France, bien que de nombreux médias aient écrit qu'une telle rencontre n'aurait pas lieu du tout. Ah, et comme l'ont rapporté les sources du Financial Times, le président américain a été extrêmement impressionné et enthousiasmé par les frappes ukrainiennes contre la Russie, et il en a longuement discuté avec le président ukrainien. Cela l'a vraiment frappé. Il dit « Et vous pouvez même faire ça, vous pouvez ainsi détruire l'infrastructure des Russes, et Poutine ne peut rien y faire. » C'est pourquoi Trump a conseillé à Zelensky d'agir avec plus d'audace envers la Russie. À son tour, les interlocuteurs de Bloomberg ont déclaré que désormais le président américain et son entourage estiment que Moscou ne pourra pas remporter la victoire sur le champ de bataille, et que les positions de Kiev se renforcent. Et c'est après cela que Zelensky a déclaré que l'obtention de l'aide promise par les partenaires lors du sommet du G7 permettrait à Kiev de créer rapidement les conditions dans lesquelles la Russie sera obligée de choisir la paix. Il a également souligné que l'opération des forces armées ukrainiennes concernant la Crimée, au cours de laquelle la péninsule est coupée de l'approvisionnement en provenance de la Russie, est soigneusement calculée et doit exercer une pression sur Moscou. Et ensuite, je cite Zelensky. Notre opération, en particulier en ce qui concerne la Crimée, est soigneusement calculée, et la façon dont elle se déroule le prouve absolument. Si ce dont nous avons convenu avec nos partenaires dans le cadre du G7 est mis à la disposition de l'Ukraine, et cela dépend de la décision des partenaires, nous créerons rapidement les conditions dans lesquelles la Russie sera obligée de choisir la paix. Nous comptons beaucoup sur une réponse positive de la part de nos partenaires. Ils savent exactement de quoi il s'agit. Actuellement, nos militaires détruisent,
sur le territoire temporairement occupé de l'Ukraine et sur le territoire même de la Russie, tout ce qui sert à la guerre russe. Ce qui rend cette guerre et l'agressivité russe possible en général. Autrement dit, Zelensky a tout de même levé le voile sur le mystère. Au sommet du G7 à Évian, il a été décidé précisément d'exercer une pression sur Poutine par des moyens militaires. Cela signifie que l'Ukraine a réussi à convaincre ses partenaires que, s'ils apportent une aide suffisante de leur côté, et que Donald Trump, ne s'y opposera tout simplement pas. Alors les forces armées ukrainiennes créeront elles-mêmes les conditions dans lesquelles Vladimir Poutine, armé, sera contraint de chercher la paix. Et il semble que l'Occident ait accepté tout cela et même Trump a décidé de ne pas discuter, disant que, écoutez, les choses vont vraiment bien pour Zelensky. Bien que je le rappelle, en février 2025, Trump déclarait que Zelensky n'avait pas de carte en main, que l'Ukraine perdait, et comment pouvait-on même combattre une Russie aussi grande et puissante ? Il ne comprenait pas et maintenant il dit « C'est étonnant, mais les choses vont bien pour l'Ukraine ». Vladimir Poutine, de son côté, a décidé de présenter les succès croissants de l'Ukraine dans les frappes contre les infrastructures énergétiques russes comme un signe de faiblesse de Kiev. Et voilà, les Russes bornés y croient vraiment. Ils disent « Eh bien, écoutez, tout va mal pour l'Ukraine sur le front. C'est pourquoi ils ont décidé de semer la terreur à l'arrière. » Mais ici, pour comprendre ce qui se passe, il faut avoir un peu plus de cervelle que le russe moyen. D'après Vladimir Poutine, à mesure que la situation au front se détériore rapidement, les forces ukrainiennes commencent à frapper plus durement les infrastructures civiles. Parallèlement, Poutine a exigé du ministère de la Défense et du gouvernement d'annuler les effets des attaques ukrainiennes. Mais l'essentiel, c'est que, pour la première fois depuis le début de la guerre, l'Ukraine a reçu un véritable blanc-seing de la part de ses partenaires pour agir contre la Russie. Faites bien attention à cela. Je tiens à souligner que, récemment, les forces ukrainiennes ont considérablement augmenté le nombre de frappes contre les infrastructures militaires et énergétiques de la Crimée occupée. Dans la nuit du 21 juin, des drones ont attaqué une base pétrolière à Kertch et le port Kavkaz. C'est de l'autre côté, déjà sur le territoire russe, ce qui a entraîné l'arrêt complet de la vente de carburant sur la péninsule et la fermeture de la traversée en ferry du détroit de Kertch. La même nuit, des coupures d'électricité ont touché une grande partie de la Crimée, y compris Sébastopol, Alouchta, Armiansk, Krasnoperevodok, Prikopsk et Jankoï. Suite à cela, dans la nuit du 23 juin, la sous-station électrique Nazosnaya 2 dans le district de Sovetsky a été attaquée, puis dans la nuit du 24 juin, la centrale thermique de Balaklava à Sébastopol, après quoi la ville s'est retrouvée complètement sans électricité. Des dégâts ont également été constatés à la centrale thermique de Kertch, à la sous-station Zapadny Krim et dans la région du mont Aï-Petri, où se trouve la station radar des forces aérospatiales de la Fédération de Russie. Et je rappelle que quelques jours plus tôt, des drones ukrainiens ont frappé le centre de communication spatiale à Dubna, dans la région de Moscou. Ce qui indique qu'en plus de tout le reste, les forces de défense ukrainiennes détruisent également complètement ce qu'on appelle la communication spatiale des Russes. Je tiens à souligner que cette station radar se trouve sur le mont Aï-Petri. Les forces aérospatiales russes ont tenté de brouiller Starlink pour les forces armées ukrainiennes, et ce centre de communication spatiale à Dubna, en fait, aidait à créer un certain analogue de Starlink entre les mains des Russes. Parallèlement, les forces des opérations spéciales ukrainiennes ont annoncé la destruction totale du pont ferroviaire sur le canal de Crimée du Nord, près du village de Razdolnoï. C'est une artère stratégique utilisée pour approvisionner les troupes dans la direction sud. C'est la poursuite d'une campagne systématique visant à isoler la péninsule de Crimée. Eh bien, aujourd'hui, il y a eu des nouvelles qui sont tout simplement le principal signe du retrait progressif des Russes. Aujourd'hui, le drapeau ukrainien flotte sur la flèche de Kinbourne. La vidéo avec le drapeau a été montrée par la Direction régionale des forces de défense territoriale, sud des forces armées ukrainiennes. Et voici leur citation. Le drapeau bleu et jaune sur la flèche de Kinbourne est apparu à la suite d'une frappe massive, les forces de défense du sud ayant forcé les occupants russes à se retirer de leurs positions occupées. L'évacuation du personnel survivant est en cours. Les occupants abandonnent leur ligne de défense. Nous ne nous arrêtons pas. Un jour, nos chars atteindront tout de même Jankoï. Plus tard, il a été annoncé que les autorités d'occupation de la Crimée avaient déclaré une réduction du trafic ferroviaire avec la Russie.
Comme l'a déclaré le soi-disant chef de la Crimée, Sergueï Aksenov, selon la décision de la cellule de crise, le nombre de trains circulant entre la Russie et la péninsule sera réduit de moitié, de 14 à 7 trains par jour, mais en réalité, même ces 7 trains restants en provenance de Russie n'iront plus jusqu'à Simferopol, Sébastopol ou Eupatoria. Non, désormais, absolument tous les trains en provenance de Russie iront seulement jusqu'à Kertch. Et ils feront immédiatement demi-tour pour repartir vers la Russie, sale et puante. En plus, les Russes fuient réellement la Crimée. Bien sûr, la propagande russe affirme que tout va parfaitement en Crimée. En général, c'est la saison touristique, tout est super. Toutes ces déclarations sur le manque d'essence sont des manigances de la propagande ukrainienne. L'Ukraine exagère, ce n'est pas vrai. Mais en direction du soi-disant pont de Kertch, des images satellites de Planet Labs du 24 juin ont enregistré un énorme embouteillage de voitures particulières. Les embouteillages s'étendent sur plus de 10 km depuis le poste de contrôle avant ce pont jusqu'à la région du village d'Ivanovka. Il est indiqué qu'environ 1500 voitures tentent déjà de quitter la Crimée temporairement occupée. Les occupants bloquent régulièrement la circulation sur ce pont qui est stratégiquement important pour eux, en raison de l'activité de la défense anti-aérienne ou de la menace d'attaque de drones maritimes. Et d'ailleurs, à propos des drones maritimes, lors des exercices d'avril aux Philippines, qui n'avaient pas été annoncés et dont on vient seulement d'apprendre l'existence, les forces spéciales américaines ont utilisé pour la première fois des drones maritimes contre un navire désaffecté servant de cible. C'était le premier essai de drone de surface sans équipage dans la région Indo-Pacifique. Il s'agissait de vedettes sans équipage de classe Magura, développées en Ukraine et utilisées avec un effet mortel contre la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie. Oui, les drones maritimes ukrainiens Magura sont désormais utilisés par l'armée américaine. Les appareils Magura ont coulé une dizaine de navires de guerre russes de la flotte de la mer Noire. De plus, ils sont devenus les premiers drones maritimes à avoir détruit des cibles aériennes. Les derniers en modèle peuvent être équipés de 2 missiles. Et ainsi, le 31 décembre 2024, c'est précisément avec un tel missile lancé depuis un bateau sans équipage de ce type dans la région du cap Tarkhankut en Crimée qu'un hélicoptère russe Mi-8 a été abattu. En mai 2025, près de Novorossiysk, un drone a abattu un avion de combat Su-30 avec un missile. Et ce qui est très important, c'est que même les militaires russes confirmaient cette information. Et dans ce contexte, Vladimir Poutine a de nouveau déclaré hier que la Russie était prête à négocier avec l'Ukraine, mais sur la base de certains accords mythiques entre Donald Trump et Vladimir Poutine, à Anchorage, en Alaska, en août de l'année dernière. Comme vous le savez, le Kremlin a assuré à tout le monde pendant presque un an que, soi-disant, Donald Trump s'était mis d'accord sur quelque chose avec Poutine. Dans le dos de l'Ukraine, qu'il existe un certain esprit d'Anchorage, qu'il existe des accords secrets entre les États-Unis et la Russie concernant l'Ukraine, et que seule l'Europe empêcherait donc d'obtenir des résultats sur cet accord secret. Pendant presque un an, les Russes, bien sûr, ne révélaient pas la nature de cet accord mythique. Et aujourd'hui, l'administration de Donald Trump a finalement opéré un virage définitif en faveur de l'Ukraine. Il n'existe aucun esprit d'encourage. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré publiquement pour la première fois qu'aucun accord n'avait été conclu entre les États-Unis et la Russie concernant l'Ukraine lors du sommet en Alaska en août de l'année dernière. Comme l'a dit Marco Rubio, lors de la rencontre entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine à Anchorage, seule une proposition de mettre fin à la guerre a été discutée, mais aucun accord n'a été conclu. Voici une citation de Marco Rubio. « Il n'y a eu aucun accord en Alaska. En Alaska, une proposition a été faite pour mettre fin à la guerre, mais il n'y a jamais eu d'accord. » La Russie accuse les États-Unis de ne pas respecter les soi-disant accords que nous avions en Alaska. Il n'y a eu aucun accord en Alaska. Il y a eu une proposition en Alaska, mais il n'y a pas eu d'accord en Alaska. S'il y avait eu un accord, nous aurions eu la fin de la guerre.
Donc, comme je l'ai dit, le président est prêt et les États-Unis restent prêts à jouer tout rôle constructif possible pour parvenir, vous savez, à une fin durable de cette guerre en Ukraine. Et c'est là que les Russes ont commencé une phase intense de déni. Le Kremlin a appelé à ne pas croire que le président américain Donald Trump aurait soutenu le renforcement de la pression militaire de l'Ukraine sur la Russie, y compris des frappes en profondeur sur le territoire russe. C'est ce qu'ont rapporté plutôt des sources bien informées du média ukrainien Kyiv Independent et du journal britannique Financial Times. Et aujourd'hui, le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré, je cite, « On ne peut pas faire confiance aux médias ukrainiens. C'est la première chose. Deuxièmement, nous avons entendu tout récemment une déclaration de M. Trump selon laquelle, une fois leur affaire liée au conflit avec l'Iran terminée, il compte à nouveau déployer des efforts pour le règlement de la question ukrainienne. À Moscou, on s'attend à la poursuite du dialogue en la matière avec Washington. » Et là-dessus, Peskov a raison. Donald Trump, après la guerre avec l'Iran, est effectivement revenu sur le sujet de la fin de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Mais plus de la manière que voulaient les Russes. Et à Moscou, comme le dit Peskov, on attend la poursuite du dialogue avec Washington en espérant que Steve Witkoff et Jared Kushner rencontreront à nouveau Kirill Dmitriev, l'émissaire de Poutine. Ils vont encore essayer d'imposer leur position à l'Ukraine. Trump va encore déclarer qu'il faut faire pression sur Kiev et non sur Moscou. Mais ce ne sera pas si simple. Washington a vraiment commencé à changer de position. Désormais, beaucoup dépendra du comportement futur de l'Europe. Mais à Moscou, ils refusent cette réalité. Et au Kremlin, ils n'arrivent tout simplement pas à croire que Trump puisse vraiment ne pas servir l'ego malade de Vladimir Poutine. Au Kremlin, ils espèrent encore convaincre Donald Trump de faire pression sur Kiev pour arrêter les attaques ukrainiennes en profondeur sur le territoire russe. Mais l'Ukraine n'a pas l'intention d'arrêter ses frappes à longue portée, car c'est déjà une stratégie. Ce n'est même plus une tactique. Le Wall Street Journal écrit aujourd'hui qu'en Russie, on affirme que les occupants avancent massivement sur le front et que l'Ukraine est incapable de gagner une guerre d'usure. Cependant, les dernières actions des forces de défense ukrainiennes mettent fortement en doute ces propos. En effet, les drones de moyenne portée sont devenus pour eux la quintessence d'une nouvelle réalité militaire. Comme l'affirment les analystes du journal, l'objectif principal de Kyiv est désormais de frapper la Fédération de Russie à l'arrière, et non sur la ligne de front. D'ailleurs, dans la doctrine militaire occidentale, cela porte même un nom, l'interdiction aérienne. Ainsi, l'essence de cette doctrine consiste à détruire, perturber, détourner et retarder les fonctions de soutien qui maintiennent la ligne de front russe. Pour cela, les forces armées ukrainiennes, en utilisant des drones de moyenne portée, frappent les postes de commandement, les lignes de communication, les dépôts de munitions et de carburant, les centres de contrôle des drones, les centres logistiques et les forces de réserve. Parallèlement à cela, Kiev augmente le nombre de frappes en profondeur, c'est-à-dire des frappes profondes contre des cibles militaires et énergétiques à l'intérieur même de la Russie. En conséquence, le Kremlin est obligé de prendre des décisions difficiles concernant l'emplacement de la défense anti-aérienne et les endroits à laisser sans protection. Pour prouver que cette stratégie fonctionne, Zelensky a déclaré la veille que la Russie essaie effectivement de regrouper sa défense anti-aérienne autour de Moscou, en exposant des parties du front et des infrastructures militaires et énergétiques clés en Russie et dans les zones occupées d'Ukraine. En ce qui concerne le front, les forces de défense ukrainiennes disposent également de plus de drones à courte portée. Et l'Institut pour l'étude de la guerre note que, dans l'ensemble, cela produit un effet opérationnel que nous n'avions jamais vu à une telle échelle auparavant. De plus, les analystes ont constaté qu'à l'heure actuelle, Kyiv traverse une étape intermédiaire vers la désoccupation de tous les territoires. Cette étape intermédiaire porte un nom très simple. Il s'agit de la démilitarisation de la péninsule de Crimée annexée que la Fédération de Russie a utilisée toutes ces années pour des attaques aériennes contre l'Ukraine, pour former des militaires et pour approvisionner ces groupes dans le sud, sur la partie continentale de l'Ukraine. Pour réaliser ce plan, les militaires ont récemment porté plusieurs frappes sur les voies logistiques vers la Crimée, ainsi que sur l'infrastructure énergétique et les moyens de défense anti-aérienne autour du détroit de Kertch.
En ce qui concerne la flotte de la mer Noire, les forces armées ukrainiennes avaient déjà auparavant forcé les Russes à retirer leurs navires de Crimée. Et pour finir, je vais citer le Wall Street Journal, ce qui explique pourquoi l'équipe de Trump a soudainement changé de cap en faveur de l'Ukraine. Citation. L'Ukraine a désormais l'avantage et l'initiative sur la Russie dans le domaine des frappes mémietnées à moyenne portée. Cela augmente les coûts et les risques pour le Kremlin tout en affaiblissant la position de négociation de la Russie. Je vais m'arrêter ici les amis. Votre avis, vos conclusions. Écrivez dans les commentaires sous cette vidéo et abonnez-vous à ma communauté privée sur la plateforme Patreon, où vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube. Et il y a aussi une communauté privée où nous discutons ensemble de différents sujets qui ne sont pas abordés ici sur YouTube, où je réponds à vos questions personnelles et où nous pouvons débattre de tel ou tel sujet. En plus, des streams privés y sont prévus, où nous pourrons communiquer ensemble sous forme de questions-réponses. Donc suivez le lien dans la description de cette vidéo et abonnez-vous sur Patreon. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne de façon ponctuelle, c'est également possible. Tous les liens et les coordonnées de paiement se trouvent également dans la description de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre commentaire et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.